C'est le rêve de tous les services de renseignement. Détenir enfin une drogue ou un système qui permette d'obtenir d'un individu la vérité. La vraie vérité, si j'ose dire. Plus de mensonges possibles, plus de faux fuyants, plus de trucage, la vérité, rien que la vérité. Certes, il existe ce que l'on appelle à tort le sérum de vérité, c'est-à-dire le pain total, mais il n'est pas complètement fiable. Quant au détecteur de mensonges qui mesure les émotions d'un sujet que l'on interroge, il n'est pas sûr à 100%. Et des services secrets tels que le KGB ont même entraîné leurs agents envoyés à l'étranger à passer avec succès l'épreuve du détecteur de mensonges. Et puis, malheureusement, vieille comme le monde, il y a la torture. Mais là encore, aussi sophistiquée et cruelle soit-elle, certains individus résistent. Et même s'ils avouent, leurs tortionnaires ne pourront jamais être convaincus de leur totale sincérité. Alors, on cherche toujours la substance miracle, celle qui permettrait à coup sûr de confondre les espions et de faire par exemple le tri entre les vrais et faux transfuges. Si tous les services de renseignement qui comptent ont effectué ce genre de recherche, les Américains, CIA et armée, ont été particulièrement en pointe et ont procédé à de très nombreuses expérimentations sur l'homme, et parfois clandestinement, à l'insu des cobayes utilisés. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que ces recherches sont à l'origine de la grande vague contestataire qui va submerger la jeunesse états-unienne dans les années 60. Hippies, babacool, femmes fleurs viennent en effet de découvrir le LSD, une drogue nouvelle, tout juste sortie des laboratoires de la CIA. Dans un instant, M. X revient sur cette histoire stupéfiante à tout point de vue. Au-delà de cette question purement technique, si j'ose dire, de l'extorsion de la vérité, il y a une question autrement plus redoutable, celle du contrôle mental. Une question qui a toujours été l'objectif secret des dictateurs. Bien évidemment. Ouais. Quoi de mieux qu'une population docile à qui on pourrait physiquement et mentalement inculquer le culte de la loi et de l'ordre, et donc l'obéissance. Et aussi le culte de la personnalité. Naturellement, mais enfin tout cela est lié. C'est Big Brother, comme dans le roman d'Orwell. Il n'y a pas que les dictatures qui se sont intéressées au contrôle mental. Certaines démocraties aussi. Aux États-Unis, par exemple, on a très sérieusement envisagé de se servir de substances hallucinogènes pour venir à bout d'éventuels émeutiers. Mais même chez nous, les forces de l'ordre disposent de gaz incapacitants. C'est exact. Mais pour l'instant, restons-en aux recherches effectuées par les services de renseignement. Une observation d'abord. Avant même la Seconde Guerre mondiale, à l'Ouest, on s'interroge. Pourquoi, lors des procès de Moscou, des personnalités éminentes ont-elles avoué des crimes qu'elles n'avaient manifestement pas commis? On a donc soupçonné qu'elles avaient été droguées? Ou soumises à un protocole médical ou psychique qui avait annihilé leur volonté. Plus tard, en 1949, on observera aussi la curieuse attitude du cardinal hongrois Minczynszki lors de son procès. Le prélat, pourtant réputé pour sa pugnacité, se conduit comme un robot, sans jamais protester contre les accusations dont il est l'objet. Intrigués, les spécialistes occidentaux du renseignement, et particulièrement les Américains, ont conclu que les savants du bloc de l'Est ont mis au point une technique qui permet de briser la personnalité d'un sujet. Une perspective assez effrayante. Et très angoissante, d'autant que la guerre de Corée, au tout début des années 50, confirme ces alarmes. L'état-major états-unien produit des chiffres inquiétants. 15% des prisonniers de guerre américains détenus par l'adversaire communiste collaborent avec leur geôlier et 70% signent des confessions ou affirmant avoir perpétré des crimes de guerre. Ils mettent en cause les agissements du gouvernement de Washington. Encore plus préoccupant, un grand nombre d'entre eux, lorsqu'ils sont libérés, refusent de se rétracter. Oui. Ils ont été victimes d'un lavage de cerveau. Et justement, c'est à cette époque que l'expression apparaît pour la première fois sous la plume d'un journaliste de Miami réputé très proche de la CIA. Alors, devant ces menaces, comment réagissent les patrons des services de renseignement? Dès 1950, le directeur de la CIA approuve un programme de recherche sur le contrôle de l'esprit. L'objectif, c'est d'explorer l'ensemble des méthodes qui permettraient de modifier le comportement humain. Nom de code de cette mission, Bluebird. Alors, plus précisément, là, de quoi s'agit-il? Le bureau scientifique de la CIA, qui contrôle ce projet, a fixé 4 directions de recherche. Il faut d'abord découvrir des moyens de conditionnement individuel susceptibles de mettre en échec les méthodes utilisées par l'ennemi.
Ensuite, des recherches doivent être menées sur la possibilité de contrôler une personne à partir de techniques spéciales d'interrogatoire. Ouais. La torture ou les méthodes qui s'y apparentent ne sont donc pas exclues. En effet. Autre chose. Des recherches sur les moyens d'améliorer les capacités de la mémoire humaine. Et enfin, la mise en place de moyens défensifs afin de protéger le personnel de la CIA. Au cas où un agent tomberait aux mains de l'ennemi. C'est ça. Et la mise en œuvre pratique alors de tout ce programme. Un instant. Auparavant, mais j'en parlerai plus longtemps tout à l'heure. La CIA, mais aussi l'armée américaine, compte bien s'inspirer largement de l'expérience acquise par les nazis. Mieux, dans le cadre de l'opération Paperclip, des savants allemands, parfois considérés comme des criminels de guerre, ont été littéralement kidnappés et envoyés aux États-Unis. Où ils vont être associés aux recherches sur le contrôle mental. Exactement. Ouais. Ça signifie donc que les Américains vont profiter des expérimentations commises par des médecins criminels dans les camps de la mort. Ça, personne ne peut le nier. Mais si ça peut vous rassurer, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays alliés se sont lancés dans cette chasse aux savants nazis. Mais je vous promets que je reviendrai sur cette grave question. En attendant, je vous réponds à propos de la mise en œuvre du projet Bluebird, qui d'ailleurs va bientôt changer de nom et s'appeler Artichoke. C'est-à-dire, comme vous le savez sans doute, artichaut. Curieux nom de conne. Oui, effectivement. Bon, l'imagination des services secrets m'a toujours étonné. Alors, le commencement. La CIA envoie une équipe médicale en Extrême-Orient, au Japon. Il s'agit de faire parler 4 agents des services secrets soupçonnés de travailler pour les soviétiques. Mais malgré l'utilisation de drogues déjà testées par les nazis, comme la mescaline, c'est l'échec. Autre échec à Séoul, où les médecins essaient de forcer des prisonniers nord-coréens à renier le communisme. C'est pas très déontologique tout cela, les médecins. Mais pas fini de vous étonner. À leur retour aux États-Unis, les médecins font leur rapport. Il est alors décidé, sous la houlette du Bureau de l'intelligence scientifique, une division de la CIA, de se livrer à des expérimentations mêlant techniques psychiatriques, psychologiques et chimiques. Les drogues. Bien sûr. Il faut faire vite. Info ou intox, les renseignements états-uniens auraient découvert que les soviétiques seraient déjà très avancés dans le domaine du contrôle mental. Ouais, mais c'est la guerre froide. Et pour obtenir de bons budgets, un petit coup de pouce est parfois nécessaire. Toutefois, bon, passons. L'avance soviétique serait en particulier notable dans la connaissance et le développement d'un petit nouveau de la pharmacologie, le LSD. L'acide, comme on l'appellera familièrement. Oui, l'acide lysergique diéthylamide, un produit chimique tiré d'une maladie du seigle. L'ergot de seigle. Une substance qui a provoqué dans le passé, mais aussi à l'époque moderne, de véritables catastrophes. C'est ce qu'on appelait autrefois dans les campagnes le feu de Saint-Antoine, ou de la Saint-Antoine. Oui, l'ergot de seigle mélangé accidentellement à la farine provoquait des hallucinations, des délires inexpliqués, et parfois même des morts et des avortements. Et les malades étaient considérés comme des possédés et traités comme tels. Ben, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Ouais. C'est un scientifique suisse, Albert Hoffmann, qui perce un peu par hasard le secret de l'ergot de seigle. Et à ses dépens, puisqu'il en absorbe accidentellement au cours de ses travaux de laboratoire. Ouais. Il découvre donc ses propriétés hallucinatoires. Et lorsque les scientifiques de la CIA apprennent qu'à l'Est on s'intéresserait au LSD, ils se procurent aussitôt des échantillons de l'acide. Et ils vont étudier ce nouveau produit comme ils ont déjà procédé avec d'autres drogues. Quand vous dites étudier, ça signifie expérimenter. Bien entendu. Ouais, sur l'être humain, donc. Parfaitement. Car il ne servirait à rien d'utiliser des animaux pour une recherche sur le contrôle mental. Bon, des esprits curieux noteront quand même qu'une araignée sous LSD produit des toiles irrégulières. Mauvais trip. S'il en veut. En vérité, les services scientifiques de la CIA vont avoir rapidement l'impression qu'avec ce très prometteur LSD, ils ont mis la main sur le sérum de vérité. Après quelques tests sur des individus au QI très faible, tests non concluants, ils procèdent à une expérience sur un sujet de l'agence. Préalablement, il a été confié à ce fonctionnaire un important secret militaire. Secret qu'il ne doit à aucun prix révéler. Puis on lui fait absorber une dose de LSD. Sans qu'il le sache. Bah évidemment, et c'est très facile. Le LSD n'a ni saveur ni odeur. Ah ouais, on peut le verser alors dans n'importe quelle boisson ou aliment. Oui. Dès que les premiers effets du psychotrope apparaissent, on interroge habilement l'employé. Et il ne tarde pas à parler du secret qu'on lui a confié. Encore mieux, lorsqu'il revient de son voyage hallucinatoire, il a tout oublié. Il a en particulier oublié le fait qu'il a révélé ce secret. Et un peu plus tard, lors d'une nouvelle expérimentation,
On découvrira même que le LSD peut aussi faire ressurgir des secrets enfouis depuis longtemps au fin fond de l'inconscient. Autant vous dire qu'à la CIA, on exulte. Cependant, le LSD réservait d'autres surprises, de mauvaises surprises. Martin Lee et Bruce Chen, 2 journalistes américains indépendants, ont mené une longue enquête sur les travaux de la CIA sur le LSD. Dans un livre dont le sous-titre est « Quand l'Amérique était sous acide », paru en France en 1994 aux éditions du Lézard, ils publient leur enquête et décrivent ce moment singulier où les scientifiques de la CIA, après cette expérience sur un employé de l'agence, pensent avoir enfin trouvé la formule du sérum de vérité. Je les cite. C'était presque trop beau pour être vrai. Une drogue qui non seulement déterrait des secrets enfouis au plus profond de l'inconscient, mais provoquait une amnésie ponctuelle pour la période où elle était active. Une découverte d'une portée stupéfiante. La nouvelle de cette percée mit la CIA sans dessus-dessous et ébranla l'ensemble de la hiérarchie jusqu'au sommet. C.P. Snow a dit un jour « L'euphorie du secret est quelque chose qui vous monte à la tête ». Après des années de patience, ils étaient sur le point de mettre la main sur le saint Graal de l'espionnage. Pour reprendre la phrase d'un agent de la CIA, nous pensions avoir trouvé la clé de l'univers. Dans ces mauvaises surprises-là, le LSD n'est pas le produit miracle espéré ? Non. La drogue a des effets secondaires qui altèrent la sincérité des informations recueillies. Mais quoi alors ? Les sujets, qu'ils aient été ou pas prévenus qu'on allait leur faire ingérer du LSD, deviennent parfois anxieux et perdent le sens de la réalité. Ah ouais, alors ils peuvent raconter n'importe quoi. Et certains vont même jusqu'à faire des crises de paranoïa. Cependant, les scientifiques de la CIA n'entendent pas renoncer pour autant à leurs pépites. Attendez, avant d'aller plus loin là, vous avez bien dit que certaines personnes ont été droguées à leur insu. Bien sûr, et elles ont été des milliers, des détenus par exemple. En toute illégalité donc. Évidemment. C'est pourquoi ce programme, appelé aussi MK Ultra, était couvert par un secret absolu. Et d'ailleurs, la plupart des documents qui rapportaient ces expériences clandestines ont été détruits sur ordre. Je dois ajouter que des employés de la CIA ont été eux aussi des cobayes malgré eux. C'était même devenu une sorte de jeu. On versait subrepticement des doses de LSD dans les verres des collaborateurs de l'équipe. Un drôle de jeu, hein. Bon, je suis d'accord avec vous. Et parfois, ça a mal tourné. Écoutez bien. En novembre 1953, un séminaire rassemble dans un pavillon de chasse du Maryland des techniciens de la CIA et de l'armée. Au soir du 2e jour, après le dîner, alors qu'on propose des digestifs, le docteur Gottlieb, patron du programme MK Ultra, s'amuse à droguer certaines boissons. Encore une fois, ça me paraît complètement aberrant, moi. Gottlieb, assez content de lui, annonce ensuite à ses scientifiques qu'ils viennent d'ingérer du LSD. Ils ne protestent pas. Non, parce que la drogue a déjà agi et qu'ils sont pris de crises de fou rire et commencent à tenir des propos incohérents. Un seul de ces hommes ne rit pas. Le docteur Frank Olson, 43 ans, spécialiste de la guerre bactériologique sur l'une des bases militaires secrètes, Fort Detrick, dans le Maryland, semble au contraire très sombre, refermé sur lui-même. Cet homme d'une nature plutôt enjouée est manifestement plongé dans une véritable crise dépressive. Et ça ne s'arrange pas au fil des heures. Même après que le LSD a cessé d'agir ? Oui, c'est même si inquiétant qu'à l'issue du séminaire, il est décidé de l'envoyer consulter un éminent médecin de New York qui diagnostique un état psychotique accompagné d'un délire de la persécution. Le LSD aurait donc cristallisé des tendances profondes qui étaient latentes mais restées enfouies. Une sorte de déclic. C'est ça. Et ce médecin recommande une hospitalisation dans une clinique psychiatrique. Olson passe donc une dernière nuit dans un hôtel de New York avant de gagner cette clinique. Et prudemment, la CIA place un agent auprès du jeune scientifique. Mais, au cours de la nuit, alors que le type de l'agence s'est assoupi, Olson court vers une fenêtre et saute dans le vide. Et il meurt. 10 étages, ça ne pardonne pas. Ouais. Et la suite, hein ? L'urgence pour la CIA, c'était d'effacer tous les indices qui auraient pu relier cet accident mortel à la prise de LSD. Il a donc été déclaré à la famille qu'il s'agissait d'un suicide. Et on s'est empressé de verser une pension à la jeune veuve. Il faudra attendre 20 ans pour que cette version officielle soit mise en doute par la famille Olson. Mais on en reparlera. D'accord. Est-ce que cette bévue mortelle a mis un terme aux expériences sur le LSD ? Momentanément, oui.
Allen Dulles, alors patron de la CIA, a provisoirement gelé le programme. Mais le docteur Gottlieb n'a pas tardé à retravailler sur le LSD. Et lui n'a pas été mis en cause alors ? Oh, il a reçu un blâme, mais on s'est bien gardé de faire figurer cette réprimande dans son dossier personnel. Ah oui, le secret toujours. Bien entendu. Un mot peut-être sur ce curieux personnage. Volontiers. Gottlieb. Oui. C'était un brillant docteur en chimie. Un charmeur, mais un homme complexé à cause d'un pied beau. Un handicap qui ne lui avait pas permis de participer à la Seconde Guerre mondiale. Et il compensait cette frustration par l'affirmation d'un patriotisme effréné. En 1951, Sidney Gottlieb est engagé par la CIA et dès 1953 nommé chef du MK-Ultra. Il supervise toutes les recherches sur le contrôle mental, hypnose, électrochoc et bien sûr, utilisation des drogues. Ouais, dont le LSD. Ouais. Gottlieb aura même l'idée d'embaucher un magicien. Pourquoi faire Pour apprendre aux agents de la CIA comment verser des drogues dans un verre sans se faire pincer. C'est assez ahurissant. Hein. Ouais, Gottlieb était un perfectionniste. Ensuite, en 1960, le chimiste est discrètement envoyé au Congo. Sa mission, empoisonner le leader progressiste Patrice Lumumba. Mais comme vous le savez, Moïse Tshombe le prend de court. Ouais, fait assassiner Lumumba. Hein. Un peu plus tard, il devient chef de la division... Gottlieb, hein, c'est ça. Oui, il devient chef de la division des services techniques de la CIA. Ah, une promotion. Incontestablement. Et il part en retraite en 1973, justement au moment où l'on commence à s'intéresser sérieusement au sale boulot effectué par la CIA. Alors ce départ n'est peut-être pas dû au seul âge de Gottlieb. C'est probable, car après tout, il n'a alors que 55 ans. Il sera ensuite entendu à plusieurs reprises par les commissions d'enquête parlementaires états-uniennes, mais au cours de séances privées. Et surtout, pour l'opinion publique, il apparaîtra comme le personnage symbole de tous les coups tordus de la CIA. En tout cas, réelle contrition ou moyen d'échapper à d'éventuelles poursuites, Sidney Gottlieb change radicalement. L'ancien grand sorcier de la CIA se mue en médecin des pauvres. C'est-à-dire Il se rend bénévolement en Asie pour soigner les enfants et les moribonds. Alors revenons en arrière. Hein. Malgré le faux suicide de Frank Olson, la CIA expérimente de nouveau le LSD. À grande échelle, oui. La CIA, mais aussi l'armée, étudie les effets du LSD sur des milliers de cobayes. Ces tests ont lieu dans des établissements militaires placés sous haute surveillance avec la participation de grands médecins et d'éminents universitaires. Le monde scientifique ne rechigne pas à travailler pour la CIA. Mais c'est malheureusement la vérité. Mais encore une fois, c'est la guerre froide. Et ces chercheurs ont conscience d'aider leur pays. D'autre part, la CIA dispose de moyens financiers considérables. Elle propose donc des contrats très avantageux. Naturellement. Et puis l'agence dispose de plusieurs faux-nez. Qu'est-ce que c'est ça? Des entreprises contrôlées en sous-main par la CIA? Si bien que certains de ces scientifiques ne savent pas qu'ils travaillent en réalité pour la CIA. Mais il y a encore plus étonnant. Et c'est Gottlieb qui est à l'origine de cette initiative. Racontez, là. Lorsqu'il a commencé à s'intéresser à la recherche d'un sérum de vérité, le chimiste a compulsé les archives de l'OSS, le service de renseignement qui a ensuite donné plus tard naissance à la CIA. Et il a découvert que pendant la guerre, des agents avaient testé la marijuana. Un agent surtout, un vétéran des stupes américains, un certain George White, qui avait même dirigé un camp d'entraînement d'espions. Gottlieb a donc demandé à rencontrer cet homme et lui a proposé de travailler pour lui. Quel genre de travail hein? Cet agent des stupes, dont la mission consiste à traquer les trafiquants de drogue, est donc embauché par la CIA pour effectuer des tests clandestins de drogue. C'est un peu paradoxal, mais où et comment alors? À New York, puis en Californie, il installe un appartement très particulier. Meubles confortables, boissons à volonté, musique. C'est très convivial. Et après tout, les invités de White ne sont pas forcés de savoir que grâce à des glaces sans teint, ils sont surveillés en permanence et même enregistrés. Et ces invités Ils sont recrutés par de très belles jeunes femmes. Des prostituées. Naturellement. Et ces appartements deviennent ni plus ni moins des bordels où derrière sa glace sans teint, le maître des lieux, un verre à la main, observe les dérèglements causés par les drogues et les galipettes qui s'ensuivent. Et tout ça aux frais de la CIA. Et ça coûtait assez cher parce que les filles étaient grassement payées, mais enfin peu importe. L'agence avait les moyens. Et cette expérimentation très spéciale a duré longtemps? Au moins jusqu'en 1963, jusqu'au jour où un inspecteur de la CIA a jugé qu'il fallait en finir avec ces méthodes répugnantes et immorales. Mais d'autres expériences se poursuivaient, et elles n'étaient pas moins ignobles. À l'époque, dans les années 50 et 60, la direction du renseignement de la CIA rassemblait 3000 analystes.
Selon Frank Daninos, auteur d'une remarquable et récente histoire de la CIA, ces analystes étaient issus des plus grandes universités états-uniennes, et il explique. Le bureau de renseignement scientifique de la CIA connaît un essor remarquable. Il est divisé en spécialités qui correspondent aux grandes disciplines scientifiques, physique, chimie, biologie, médecine, astronomie. Cela afin de maintenir des liens étroits avec le monde académique et ses habitudes de travail. D'abord, réticents à collaborer avec la CIA, les scientifiques américains sont de plus en plus nombreux à lui apporter leur concours. Les attaques de Moscou envers les scientifiques occidentaux taxés de laquais du capitalisme, ou encore la campagne de Trofim Lysenko, auteur d'une théorie sur la biologie des classes contre les généticiens, les ont fait changer d'avis. La plupart sont à présent convaincus que la science russe est rongée par l'idéologie communiste. Lorsque la guerre de Corée éclate, bon nombre de scientifiques américains sont disposés à mettre leurs connaissances au service du pays. Le livre de Frank Daninos est publié par Talandier. Le docteur Ewen Cameron était un psychiatre canadien renommé, respecté. Il était même président d'une association qui rassemblait ses confrères au niveau international. Inventeur d'une nouvelle méthode pour traiter la schizophrénie. Il a été approché par la CIA, qui lui a proposé, moyennant finance bien sûr, de procéder à des tests sur ses patients. Toujours le LSD ? Oui, mais enfin pas seulement. En réalité, il s'agissait de trouver une méthode efficace pour contrôler mentalement les individus. Et Cameron a accepté avec enthousiasme la proposition de l'agence américaine. Une question auparavant, là. Ce psychiatre, était-il sérieux ? Ou un peu fou, c'est bien ce que vous voulez dire. Eh bien, disons-le franchement, Cameron, c'était un peu le docteur Folamour de la psychiatrie. Écoutez, son traitement commençait par une longue, très longue cure de sommeil. Combien de temps exactement ? Ça pouvait durer des mois. Puis lorsqu'on le réveillait, le sujet était soumis à plusieurs séances de violents électrochocs. Et entre-temps, on lui faisait ingurgiter du LSD. C'est véritablement dément. Tout comme Cameron lui-même, oui. Après ces tortures mentales qui avaient pour but de briser la personnalité du patient, celui-ci était bourré de sédatifs et devait subir un conditionnement très spécial. Des haut-parleurs cachés dans son lit lui serinaient sans cesse des messages, toujours les mêmes. Et alors, les sujets en ressortaient comment ? Dans un sale état, vous pouvez l'imaginer, à tel point qu'à la CIA, on a décidé de cesser toute collaboration avec ce médecin fou. Mais plusieurs dizaines d'individus sont passés auparavant entre ses mains. Et certains, qui ne s'en sont jamais remis, ont porté plainte contre la CIA et réclamé des millions de dollars d'indemnité. D'autant qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient participer malgré eux à des expérimentations. Et cela, en tout cas, c'était en parfaite contradiction avec la déontologie médicale. Et avec le code de Nuremberg établi lorsqu'on avait jugé les médecins nazis. Comble de l'ironie, Cameron avait fait partie du jury qui avait condamné ces criminels. Alors que lui-même, au fond, n'en usait pas autrement. Et malheureusement, il n'a pas été le seul praticien à agir de la sorte. Un autre médecin, le docteur Isbell, a profité de sa qualité de membre de l'Office du contrôle pharmaceutique pour l'abus des dépresseurs et des stimulants pour se livrer à des expériences sur des détenus généralement noirs, sous prétexte de les débarrasser de leur addiction à la drogue. Et toujours alors pour le compte de la CIA. En effet. Il a ainsi pu tester des centaines de drogues en toute illégalité. Et ce n'est pas tout à fait par hasard que j'ai fait allusion aux médecins nazis. Oui, car vous avez évoqué, vous l'avez laissé entendre, la chasse aux cerveaux allemands après la Seconde Guerre mondiale. L'opération Paperclip, oui. Tous les alliés, y compris les Français, donc, ont participé à cette chasse à l'intelligence. Chacun pour son propre compte, bien sûr, et pour ce faire, on a soigneusement feint d'oublier que ces savants allemands, pour la plupart, pouvaient être considérés comme des criminels de guerre. Von Braun, par exemple, avait fait construire ses V1 et V2 par les déportés qui travaillaient dans les pires conditions. Ça ne l'a pas empêché de devenir aux États-Unis un héros de l'astronautique. Par contre, d'autres scientifiques ont été récupérés avec beaucoup plus de discrétion. Parce qu'ils étaient encore plus compromis. Et qu'ils avaient parfois du sang sur les mains. Et c'était le cas des médecins ou chimistes allemands qui avaient procédé à des expérimentations sur l'être humain dans les camps d'extermination. Mais que voulez-vous ? Ils avaient accumulé des années d'expérience et ça intéressait pigrement les Alliés. Alors ne parlons que des Américains, même si les Soviétiques n'ont pas agi autrement. On estime que plus de 1500 chercheurs allemands ont été introduits clandestinement aux États-Unis et envoyés dans des bases secrètes.
Et cela en dépit des recommandations de la Maison-Blanche. Et alors, que leur a-t-on demandé ? Aux chimistes, biologistes et médecins d'abord de livrer le secret de leurs travaux passés. Et ensuite, aux côtés de leurs collègues américains, de contribuer à la recherche sur les drogues ou les armes chimiques et biologiques. Parce que je n'ai pas eu le temps d'évoquer le sujet, mais les militaires américains ont aussi envisagé d'employer le LSD en tant qu'arme. À cause de ses propriétés hallucinatoires. Évidemment. Hein. Imaginez une armée dont les soldats auraient été traités au LSD. Elle serait vaincue sans même qu'un seul coup de feu soit tiré. Mais ce rêve américain n'a jamais vu le jour. Un aérosol au LSD serait inefficace car la drogue doit être ingérée pour produire des effets. Alors les militaires ont imaginé la possibilité d'en verser dans les réservoirs d'eau. Cependant, là encore, ils ont dû renoncer car le chlore utilisé pour rendre l'eau potable élimine le LSD. Ah ben. Alors revenons aux savants allemands. Et à deux d'entre eux en particulier. Le premier s'appelait Karl Taubock. Pendant la guerre, il était employé par l'I.G. Farben. Ouais, la société qui fabriquait le zyklon B, le poison utilisé dans les chambres à gaz. Tout à fait. Ouais. Taubock, lui, travaillait sur les substances susceptibles de stériliser les organismes vivants. Oui, on voit l'emploi qu'auraient pu en faire les nazis. Et d'autre part, il s'intéressait aussi aux drogues capables de faire parler les gens contre leur gré. Ouais, c'est un domaine essentiel pour la CIA. Et c'est pourquoi les Américains l'ont envoyé poursuivre ses travaux dans leur base secrète d'Edgewood. Autre résident de cette même base, Friedrich Hoffmann, un chimiste dont la tâche consistait à synthétiser des gaz toxiques et des toxines. Ouais, pour en faire des ADM, des armes de destruction massive. Je ne vous ai parlé que de ces deux personnages qui étaient par ailleurs des nazis convaincus. Mais il y en avait d'autres à Edgewood et dans les labos de la CIA. Et les recherches sur les psychotropes ont largement bénéficié des connaissances allemandes sur le sujet. Mais en dehors de ces expérimentations coupables sur des cobayes humains, est-ce que les services secrets états-unis ont utilisé ces drogues au cours de missions ? Je vous ai dit que ça avait failli arriver au Congo. Mais c'est bien sûr à Cuba que la CIA a tenté d'utiliser drogues et poisons. Contre Castro. Fidel, la bête noire de Washington, et c'est sous la présidence de Kennedy qu'ont eu lieu les premières tentatives. On a pensé, par exemple, saturer ses cigares avec des substances hallucinatoires qui l'auraient ridiculisé en public. Toujours selon la même idée, il a été aussi envisagé de répandre des vapeurs de LSD dans un studio où Castro devait prononcer une allocution en direct. Et plus tard, il y a eu de vraies tentatives d'empoisonnement. Et donc d'assassinat. Ouais. Mais confiées à des hommes de la mafia, elles ont toutes échoué de façon minable. Et ces actions criminelles font partie de ces bijoux de famille dont je voulais justement parler. Et bijoux de famille, ça veut dire quoi ? C'est ainsi qu'on a désigné les secrets les moins avouables de la CIA. Tous les coups tordus, quoi. Et les assassinats ou tentatives d'assassinat de chefs d'État étrangers, oui. Des bijoux de famille qui vont être dévoilés à partir de 1973. Un petit mot avant. Au début des années 70, le scandale des Watergate ruine la confiance des citoyens américains dans leurs services secrets. Et à la CIA en particulier, on craint que les parlementaires ne lancent des enquêtes. Or, on a beaucoup à se reprocher et ça risque de se transformer en catastrophe si certains agents commencent à parler ainsi. Gottlieb. Ouais. Qui, d'après ce que vous m'avez dit, est entré à ce moment-là sur le chemin de la contrition. Et dans une note interne, un cadre de la CIA conseille à son patron de nier toute existence du projet MKUltra. Mais Colby, le directeur de l'époque, décide de prendre les devants et demande à ses services de faire une recension de toutes les turpitudes de l'agence. Un document qui, une fois rendu public, sera familièrement appelé les bijoux de famille. Ouais, mais c'est quand même étonnant, mais pourquoi au fond rendre tout cela public ? Selon la version officielle, le directeur de la CIA, William Colby, aurait fait une gaffe au cours d'un rendez-vous avec le célèbre journaliste Seymour Hersh. Il aurait fait allusion à un certain nombre de coups tordus. Il n'en fallait bien sûr pas plus pour aiguiser la curiosité du journaliste. En fait, je suis à peu près sûr que ce n'était pas une gaffe, mais une façon habile de se décharger de tous ses péchés sur le dos d'un type qu'il venait juste de virer 3 jours plus tôt. James Angleton, le chef du contre-espionnage. Personnage étrange. Oui, mais enfin, passons. Hersh, toujours lui, s'est particulièrement intéressé à l'affaire Olson. Et donc à l'expérimentation frauduleuse du LSD. Ouais. Et la famille Olson a enfin appris la vérité. Le scandale a été si important que le président Ford a dû recevoir les Olson à la Maison-Blanche et que le gouvernement leur a offert un dédommagement de 750 000 $. Mais l'affaire n'a peut-être pas été entièrement éclaircie. Alors pourquoi là ?
Eric, l'un des fils de la victime, a déclaré haut et fort qu'en fait, il s'agissait d'un assassinat. Son père aurait été balancé dans le vide parce qu'il désapprouvait ses expérimentations sur des cobayes non volontaires, et il menaçait de tout raconter. Non seulement sur ses coupables activités, mais aussi sur un secret bien gardé, l'utilisation de l'arme chimique et bactériologique pendant la guerre de Corée. Ouais, mais les États-Unis ont toujours nié et accusé la propagande communiste. Hein. S'ils étaient vraiment coupables, auraient-ils réagi autrement? Ouais. Et votre avis, à vous, alors, à propos d'un éventuel assassinat d'Olson? Après tout, les bijoux de famille ne se trouvaient peut-être pas tous dans la cassette qu'on a ouverte devant le public américain. Et l'affaire peut encore rebondir. Eric a obtenu en 1994 l'exhumation de la dépouille de son père. Le corps avait été embaumé et se trouvait donc dans un parfait état de conservation. Et tous ceux qui ont assisté à cette exhumation ont observé que le cadavre portait la trace d'un coup sur la tempe gauche. Ouais, une conséquence de sa chute mortelle, non? Eric Olson n'y a jamais cru. D'autant qu'en 1997, il a trouvé parmi des documents déclassifiés par la CIA cet extrait d'un manuel de la CIA écrit en 1953. L'année où Olson est mort. Oui, justement. Alors je vous lis ces quelques lignes. L'accident le plus efficace pour un assassinat simple, c'est une chute de 75 pieds au plus sur une surface dure. Les cages d'ascenseur, d'escalier, les fenêtres sans rebord et les ponts sont les meilleurs moyens. L'exécution devra être soudaine, vigoureuse, en basculant le sujet par-dessus bord. Ah ouais, c'est en effet troublant, ça, hein? Il faudra encore dire, mais je n'ai plus guère de temps, que la CIA a sans doute contribué à répandre l'usage du LSD sur les campus états-uniens. Volontairement? Je ne sais pas. Mais il faut quand même noter que c'est un ancien de l'OSS, le capitaine Hubbard, qui se fera le premier et principal zélateur de cette nouvelle drogue longuement expérimentée par la CIA.